Je vais laisser la parole au colonel Inès qui va ouvrir ce webinaire sur SCCFS. Merci. Bien, merci mon collègue de me donner la parole. C'est l'occasion pour moi de vous remercier toutes et tous. Je crois que, sauf erreur de ce qui m'a été dit, il y a au moins une centaine de personnes qui sont en visio. C'est qui est une réelle réussite pour nous et en même temps pour tout un chacun dans le cadre de l'intérêt général, bien évidemment, à la veille de la saison de forêt. Remercier bien sûr les collègues qui sont là, qui arrivent de départements voisins, mais pas que, et donc ils vont nous prêter main forte, bien évidemment, à l'occasion de cet échange qui va durer un peu plus de 2 heures. Moi, vous dire qu'au titre de l'entente, je parle du positionnement et son histoire, je me réjouis quelque part qu'on puisse porter une réflexion sur un sujet qui n'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui, c'est un sujet qui est prégnant, dans le sens où les pactes capacitaires ont permis, et à juste titre d'ailleurs, et dans le bien fondé des choses après les feux de 2022, d'augmenter le potentiel de nos matériels feux de forêt à plus de 1500 exemplaires. Et dans ces véhicules sont venus s'adjoindre ce qui est appelé les CCFS, donc cyanociternes feux de forêt super, mais qui ont des spécificités qu'il s'agit d'intégrer. Alors là où je me réjouis quelque part, c'est au-delà du positionnement de l'entente et de son histoire dans le cadre de la formation sur la lutte contre les feux de forêt, c'est aussi un domaine qui est spécifique et pour lequel les collègues qui sont autour de moi et qui s'exprimeront au fur et à mesure bien permettront d'agrémenter ce webinaire de leur expérience. Tout simplement parce que ce véhicule-là, qui a ses spécificités, qui nous sont remontées d'ailleurs à l'occasion des différents échanges que nous avons organisés dans le cadre des journées nationales feux de forêt, si les questions viennent, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Et que ce problème-là doit être résolu, en tout cas doit être échangé conjointement pour que l'expérience des uns profite aux autres, sans réinventer l'histoire, parce que malheureusement, l'histoire est faite de drames. Et on ne doit pas se satisfaire de ces drames-là pour construire notre propre histoire et continuer à progresser et à avancer. Donc là où je disais, je me réjouis, c'est quelque part que ce webinaire déjà existe, peut-être un peu tardivement d'ailleurs, puisque je l'ai évoqué, on est à la veille de la saison feu de forêt. Mais comme dirait l'autre, mieux vaut tard que jamais. Le fait de pouvoir déjà produire un certain nombre de réflexions, produire un certain nombre de documents, certainement, qui demain agrémenteront la formation, eh bien, c'est bien se creuser de notre histoire qu'il s'agit maintenant de poursuivre dans le cadre de l'utilisation de ces véhicules. Pas si nouveau que ça dans les départements et forcément, il y aura ces expériences-là qui seront partagées, mais qui peut-être, dans d'autres lieux, se sont vus affectés avec un certain nombre de questions et l'utilisation de ces véhicules qui sont de beaux matériels ne doit pas être anodine et forcément, les spécificités doivent être intégrées. Donc, sans plus tarder, puisqu'on m'avait dit que j'avais droit qu'à 5 minutes, au départ un petit quart d'heure, mais ça s'est réduit assez rapidement à 5 minutes. L'objet, c'est pas de m'entendre parler de tout ça pendant toute la matinée, c'est plutôt que vous puissiez l'échanger les uns et les autres, faire partager cette expérience, faire progresser dans l'esprit de la sécurité de nos personnels et dans une approche opérationnelle qui s'annonce, vous le constatez autant bien que moi, sur les conditions météorologiques qui nous impactent aujourd'hui et qui forcément, dans le cadre de notre saison feu de forêt, nous impacteront. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Mon colonel, je vous recède le micro pour pouvoir organiser ce webinaire. Et encore une fois, merci à vous qui êtes en visio et qui allez écouter cela avec beaucoup d'attention, j'en suis persuadé. Merci à ceux qui ont pu organiser assez rapidement ce webinaire. Et merci aux collègues qui sont assis à côté de moi et qui vont s'adjoindre dans le cadre de ces échanges. Je n'ai à n'en pas douter et j'écouterai un petit peu, qui seront très fructueux et très intéressants à observer. Merci à vous. Merci, mon colonel. Donc, nous allons poursuivre ce webinaire déjà dans un premier temps par la présentation des intervenants et puis par la présentation du programme. Donc, je vais dans un premier temps céder le micro à M. Finoya pour sa présentation. Bonjour à tous, Antoine Pinoya, chef de service au sein du 613, en charge des acquisitions de véhicules et le renouvellement du parc. Bonjour, donc capitaine Nicolas Reboul du service départemental d'incendie de secours de la Drôme. Je suis chef de centre volontaire et chef de groupe lourd et également formateur.
Bonjour, je suis Patrick Ferret, chef de centre à Pont-Saint-Esprit. J'ai eu la chance de piloter le tir volo qui fait partie du groupe aussi, groupe lourd, et d'utiliser à bon escient à plusieurs reprises sur intervention la capacité des CCFS. Bonjour, lieutenant Fabre Olivier du 10-30, nouvellement affecté au groupement de formation. Donc, je vais m'occuper de la conduite et du feu de forêt. Et je suis chef de groupe lourd. Merci déjà pour votre présence, pour votre présentation. Donc, le déroulé de ce webinaire va se faire en 4 temps. 3 séquences qui vont vous être présentées. Une première séquence sur les caractéristiques techniques des CCFS. Une deuxième séquence sur l'emploi des lourds en module ou en groupe. Et enfin, une dernière séquence en fin de matinée avec le colonel Faure qui nous rejoindra un peu plus tard dans la matinée sur l'emploi des groupes lourds en colonne avec un rétexte sur les feux de Gironde. Voilà, ça c'est pour les 3 séquences qui seront poursuivies par un échange avec vous, un questionnaire. Donc pour des questions de commodité, ce que je vais vous demander, si vous avez des questions, vous nous les posez sur le chat. On collationne toutes ces questions, on les regroupe, et après, en fin de matinée, après 2 heures de présentation, donc on vous répondra. Si toutefois il faut à nouveau que vous interveniez, on vous laissera la parole pour que vous puissiez intervenir, mais l'objet c'est quand même que nous puissions rassembler l'ensemble de vos questions de manière à faire des réponses, une réponse collégiale. Donc, les caractéristiques techniques du CCFS. Dans un premier temps, il est important de reparler du cadre normatif, notamment que les véhicules répondent aux exigences et performances des normes citées. Et plus particulièrement, dans le cadre du pacte capacitaire, le référentiel technique a permis de cadrer et fixer le besoin. Ce besoin peut être aussi exprimé au travers des CCTP. Et il est important de bien l'exprimer pour avoir le véhicule que l'on a besoin. Donc, après l'aspect normatif, donc les CFS sont des véhicules donc, de classe S. Un petit rappel sur le S, donc c'est un tonnage supérieur à 16 tonnes. On peut retrouver des CCFS donc entre 16 et 19 tonnes qui sont des 4x4 2 essieux, des 26 tonnes en 6x4 ou 6x6 en 3 essieux, des 32 tonnes en 8x4 ou 8x6-4 en 4 essieux. Ils sont de catégorie 2, qui rurale, en règle générale, c'est qui peuvent du coup emprunter des terrains accidentés, bon, peu accidentés. Peu de véhicules sont en catégorie 3. On va se retrouver plutôt jusqu'à 19 tonnes, parce qu'après, les capacités ascensionnelles sont différentes et supérieures. Et on verra plus tard que ce véhicule a aussi des contraintes. Donc, pour le châssis, généralement, c'est de type chantier ou approche chantier. Ça se qualifie au niveau des longerons, des éléments de carrosserie où on va retrouver par exemple des pare-chocs en acier, des marchepieds renforcés, un moteur avec une cylindrée élevée avec un rapport couple-puissance adapté aux besoins. Tout simplement aussi, ceci est défini par la norme qui quelques chiffres, mais quand même qui sont importants. Le véhicule doit être capable, au vu de son tonnage et sa motorisation, et du coup la chaîne cinématique, votre vitesse, votre transfert, de pouvoir atteindre 100 mètres départ arrêté en 16 secondes et atteindre 65 km/h en 37 secondes. Tout ça a son importance pour, les collègues en parleront aussi, c'est pour le déplacement des véhicules. Voilà, et notamment quand le véhicule est relancé après un rond-point, par exemple. Donc, des ralentisseurs, parce que il faut le freiner, le véhicule. Au-delà du freinage sur le véhicule, un ralentisseur est souvent un ralentisseur secondaire de type hydraulique. Des essieux adaptés à la charge du véhicule, des ponts directeurs qui sont à l'avant et des ponts donc, à moteur à l'arrière. La petite spécificité sur le 13, un pont avant moteur et 2 arrières moteur.
aussi bien sur le 26 ou le 32 tonnes. Donc, pour l'équipement incendie, donc les citernes de grande capacité, c'est bon, dans le cadre du pacte capacitaire, sur le 26 tonnes, on a environ 9100 litres, et pour le 32 tonnes, environ 13 400 litres. Particularité aussi pour la citerne, sur ces châssis, il faut que la fixation soit adaptée, c'est le cas, mais la déformation du châssis ne doit pas interférer sur la fixation de la citerne. C'est assez important quand même, de par la longueur du véhicule. Donc la citerne, toujours une citerne d'additif qui peut être de 400 à 500 litres. Une pompe incendie supérieure à 2000 litres minute à 15 bars. Dans le cadre du pacte capacitaire, c'est de 3000 litres minute à 15 bars. Un canon d'une portée de 55 à 70 mètres et un débit de 500 à 3000 litres minute. Pacte capacitaire, 3000 litres minute. Pareil, ces véhicules sont équipés d'un système de dosage de produits additifs mécaniques ou électroniques, ça c'est la demande. Et bien entendu, ils correspondent au niveau protection, ils sont conformes aux prescriptions et exigences de la norme NFS 61 518. Voilà pour la partie autoprotection. Quelques avantages et inconvénients de ces véhicules. Rappelons-le, donc de par la capacité de la citerne, ils ont de la pompe incendie, ils ont une très grande capacité hydraulique. Ils permettent de faire des attaques massives sur des feux d'espace naturel, mais on peut aussi les utiliser en première intention sur des risques TMD et industriels, par exemple stopper la propagation. Les châssis sont adaptés au terrain accidenté, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, cela qui permet d'autoriser des actions de pénétration, suivant le type d'enjeu. Mais ce qui est bénéfique surtout, c'est la sécurité du personnel, parce que du coup, l'engagement est limité, ils sont en sécurité dans la cabine et ils travaillent essentiellement au canon. Au-delà des avantages, bien entendu, il y a des contraintes. Le gabarit volumineux de ce type de véhicule, aussi bien en hauteur, longueur qu'en largeur. La masse importante, hein, quand on est sur du 26 tonnes ou 32 tonnes, c'est pas pareil que du 14 tonnes comme les CCFM. Du coup, il faudra prendre en compte le terrain sur lequel on est. On peut avoir des risques d'affaissement des chemins, des routes, le passage aussi. On peut avoir aussi, donc du coup, il faut que dans l'itinéraire, on prenne en compte aussi les ponts. Enfin, le gabarit du véhicule reste un élément primordial de ce type d'engin qui peut du coup avoir un impact sur l'itinéraire et aussi sur le temps d'intervention. Ce qui est conseillé, ce que nous faisons dans les Bouches-du-Rhône, c'est que on répertorie par secteur les endroits où le camion peut passer ou pas du tout. Voilà, de façon à gagner du temps sur les transits. Voilà. Ensuite aussi, un point qui est essentiel, c'est la qualification des personnels qui arment ce type d'engin. Sont principalement des conducteurs aguerris. Faut prendre en compte que c'est un camion avec un tonnage important. L'anticipation, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est pas aussi bien sur le ralentissement que sur les accélérations. Voilà. Et on a souvent, c'est très souvent, en grande majorité, 2 conducteurs par engin, afin de pouvoir permuter lors des interventions de longue durée. Alors, un partage d'expérience pour le SIS-13. Donc, au SIS-13, nous avons des CFS depuis 1992. La photo que vous voyez, c'est un camion qui avait à l'époque, c'était affiché de beaucoup d'endroits. C'était des CFS 11 000 en 26 tonnes du 6.6. Ils ont fonctionné, donc ils ont été mis en service de 92 à 2014.
petit à petit, nous les avons remplacés par les CCFS 13 000, les 36 tonnes qui sont en service aujourd'hui, donc depuis 2010. Ce sont des véhicules en simple cabine, 2 places. Ils composent souvent, enfin, notamment des modules d'intervention lourds. Voilà, le parc aujourd'hui du 613, c'est 17 véhicules, dont un pacte capacitaire et 3 à venir. Nous allons monter à 20 véhicules. Entre-temps, entre les 2 périodes, le 613 a fait l'acquisition de CCFS 19 tonnes, donc 4x4, pour être intégrés au GIF. Ce sont des véhicules de catégorie 3, double cabine, 4 places. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais eux sont intégrés au GIF sur la partie intervention. Pareil, en échange d'expérience, la formation des CFS, notamment avec l'arrivée des 13 000, qui étaient à l'époque des nouveaux camions avec un gros tonnage, il a fallu adapter la formation au type de véhicule, et la formation elle est adaptée à la masse du véhicule, enfin, à la catégorie du véhicule. Donc, elle s'est passée comme suit. Donc, le constructeur, aussi bien l'équipementier que le constructeur du châssis, a formé nos référents de conduite des 5 groupements. Ensuite, les formateurs de conduite, aujourd'hui plus de K3, mais les formations de conduite, formateurs de conduite, donc ces référents ont formé des formations de conduite, et les code 3, essentiellement les code 3, ont formé les utilisateurs. Mais la validation a été laissée aux référents territoriaux, référents de conduite territoriaux, qui, de façon que ça soit impartial et pas... voilà. Les personnels, un nombre limité par caserne, de 20 à 25 conducteurs par type de CCFS. Les compétences, donc pour 19 tonnes, code 2 PL 6000 et CCF 26 et 32 tonnes, conducteur et chef d'agré, sous-officier, plus code 2 PL 11 000 et 13 000. Cas particulier, en dehors des feux des campagnes de saison feu de forêt, le conducteur peut être un caporal. Donc oui, ça c'est un impact sur le personnel des casernes. Mais par rapport au tonnage, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a besoin d'avoir des conducteurs et surtout de permutation, parce qu'il y a une fatigue des conducteurs. Et ça, il faut le prendre en compte parce que c'est pas anodin. Conduire un châssis comme ça, être vigilant à chaque instant, c'est différent que de conduire des plus petits camions. Un dernier point par rapport à la caractéristique, c'est qu'il faut prendre en compte au niveau des ateliers et surtout la maintenance, parce que pour les ateliers intégrés dans les SDIS, c'est la formation des techniciens sur parce que les véhicules, du coup, la base est la même que des autres camions, mais il y a beaucoup plus d'éléments comme les ralentisseurs. Oui, l'infrastructure, alors ça peut paraître... mais il a fallu changer des portes d'atelier parce que le véhicule, du coup, ne rentrait pas, puisqu'il a quand même sa hauteur. Et ça a été aussi le cas pour des centres de secours. Donc, c'est à penser. C'est peut-être un détail, mais c'est à penser. Les pneumatiques, oui, du coup, il y a plus de roues que les autres camions. Au niveau du prix des pneumatiques, c'est sensiblement pareil que les autres. Par contre, oui, pensez que les pneumatiques souffrent beaucoup par rapport au tonnage, par rapport au cheminement des camions, notamment lors des transferts de masse. Les pneumatiques, voilà, s'usent beaucoup. Enfin, il y a un coût de la maintenance, aussi bien en pièces détachées que dans les ateliers internes, mais aussi bien dans les travaux externalisés, mais qui dépend surtout de l'utilisation et la sollicitation des véhicules. Ces véhicules, comme tous nos véhicules, ne roulent pas beaucoup. Cependant, ils sont très très sollicités. Et ne soyez pas étonnés de changer des éléments mécaniques qui ne sont pas changés comment dirais-je, pour les véhicules de commerce, quoi. Voilà, les véhicules, voilà.
Voilà pour la partie caractéristiques techniques du CCFS. Merci. Merci Tony. Donc pour les questions, je me répète, hein, pour les questions, on fera en sorte d'y répondre tout à l'heure après la dernière séquence qui vous sera présentée. On va poursuivre maintenant avec une présentation sur les modules de CCFS. Je vais laisser le micro, peut-être c'est Nicolas qui va commencer, c'est qui de vous deux qui fait la présentation? Ok, je vous laisse le micro, on vous affiche en plein écran votre présentation, merci. Merci pour la partie technique, Tony. Merci pour la partie technique. Vous devez maintenant l'avoir en mode plein écran, ça devrait fonctionner. On va vous présenter avec Olivier et Patrick cette présentation des 1000 qu'on a, nous, aux 10-26 et aux 10-30. Donc, un sommaire rapide avec tout d'abord le règlement d'emploi, les documents qu'on utilise dans nos départements, la composition des engins, le personnel qu'on va mettre dans ces engins et quelle formation on a pu leur faire dans nos départements, ainsi que les différentes manœuvres qu'on pourra appliquer. Donc, tout d'abord, un exemple aux 10-26 où on a rédigé à réception des CCFS un règlement d'emploi et une doctrine d'emploi pour le module d'intervention lourd avec deux CCFS de 8000 litres dans la Drôme et au département du 30 qui peuvent monter jusqu'à 13 000 litres. Donc, le fonctionnement en version module d'intervention lourd avec une VLTT chef de groupe, chef de 1000, particulièrement destiné à l'attaque massive des feux de forêt, car on dispose d'une capacité hydraulique importante avec une force de frappe liée au canon. On peut avoir un engagement en préventif selon les dangers météo en période de feu de forêt, mais également en curatif, que ce soit à la demande d'un COS, parce qu'il connaît les capacités du 1000, ou du CODIS qui fera pousser un 1000 sur le chantier. Également un renfort zonal possible, mais cela sera expliqué dans la dernière partie par le colonel Lefort. Ce module a vocation à passer en version groupe lourd Gilles, avec une VLTT et 4 CFS lorsqu'il y aura des dotations supplémentaires. Il faudra également écrire la doctrine d'emploi du groupe lourd avec 4 CFS. Vous avez là une présentation des capacités zonales des renforts en CCFS, que ce soit en version 1000 ou en version groupe lourd, mais également des départements qui fournissent des CCFS en isolé et qui monteront au sein de la zone des groupes ou des 1000 en renfort à la demande. Donc, je vais continuer sur la partie compétences du personnel avant de laisser la parole à Patrick pour les manœuvres. Donc, le chef de groupe est inscrit bien sûr sur la liste d'aptitudes FDF3 du département. Et pour le 10-26, il doit suivre également une formation complémentaire de 2 jours de chef de module d'intervention lourd afin de s'acculturer aux engins qui sont particuliers, comme a pu le présenter Tony, mais également de réaliser de nombreuses mises en situation sur le terrain pour l'utilisation du canon qui est particulier. C'est pas un joystick, c'est une télécommande très difficile à manipuler. Donc les conducteurs et les chefs d'agré également suivent une formation complémentaire spécifique à cet engin, le CCFS, afin d'en connaître les particularités. Et vraiment, comme je vous le disais, c'est surtout de manipuler la gestion du canon, puisque quand on est dans la cabine, c'est juste des LED qui nous indiquent la position du canon et c'est pas facile à bien viser et surtout à changer le jet du canon. Donc de nombreuses mises en situation permettent de s'aguerrir. Une préformation également avant d'arriver en stage en FOAD sur Enasys, qui permet de retrouver tous les documents et avec un quiz de répondre à quelques questions. Je vais laisser la parole à Patrick pour tout ce qui est déplacement. Oui, bonjour. Alors, concernant les fameux déplacements, le fameux DPIF, effectivement, il faut prendre en considération le volume et surtout la masse à déplacer. C'est pas une mince affaire. J'ai tendance à dire que le trajet le plus court n'est pas le trajet le plus facile. Faut s'appuyer éventuellement des personnels qu'on a dans le groupe ou dans le 1000 qui connaissent un petit peu le secteur. C'est une aide à ne pas négliger. Attention, je tire votre attention, il existe des GPS poids lourds. Ces fameux GPS, ils sont très bien pour monsieur le routier tous les jours. Si vous le mettez en application,
il va vous éviter le pont qui éventuellement pourrait vous faire arriver sur les lieux plus rapidement possible. Et du coup, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Moi, je dis attention au GPS poids lourd. Pour l'instant, ils ne sont pas calibrés pour nos interventions. Pour nous, pour le site du tram, ce qui est dessus. Euh, Concernant le déplacement, effectivement, il faut impérativement que le serre-fil joue son rôle complètement. Ne pas avoir peur de rouler correctement parce que les CCFS ont une puissance actuellement motorisée qui permet de rouler facilement à 90, 92 sur autoroute et de ne pas se freiner comme on le voit souvent à 80 km/h et qui évite des échauffements de pneumatiques, l'huile de boîte parce qu'on est passé sur des boîtes de vitesse automatiques et du coup ben, ça en fait chauffer et c'est pas bon non plus. Ça a été étudié pour rouler et pas pour faire que de la présentation, on va dire, que sur autoroute. Vas-y, alors, la formation tactique et transit, je vais dire, peu importe, on n'est que deux CCFS. Pour ma part, lorsque j'ai deux CCFS qui ne sont pas identiques, c'est-à-dire un 8000 et un 13000, pour moi, le 13000 est derrière. Pourquoi? Parce que si je fais une attaque et que mon 8000 n'a plus d'eau, mon 13000 devrait logiquement avoir une capacité pour éventuellement nous protéger en cas de. Voilà. Ça, c'est ma façon de travailler. Mais après, chacun adaptera sa façon à lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, oui. Tony a parlé du caractéristique technique du véhicule. Sur les CCFS, suivant ce que vous allez acheter, attention aux roues jumelées. Certes, on ne fait pas de franchissement avec les CCFS, mais on prend des pistes et sur les pistes, eh bien, on rencontre de nombreux cailloux et les cailloux viennent se bloquer entre les roues jumelées. Et quand on reprend la route et que les cailloux sortent des roues jumelées, c'est pas négligeable de faire très attention lorsque les conducteurs reprennent le goudron et de jeter un coup d'œil entre les roues jumelées pour voir s'il n'y a pas de cailloux de coincé. Concernant, oui, effectivement, ça fait partie de notre mission en qualité de chef de groupe lourd. La reconnaissance, elle est primordiale, beaucoup plus affinée que lorsqu'on se déplace avec un groupe, on va dire, traditionnel. Il faut savoir regarder l'environnement, prendre en compte tous les aléas de l'environnement et surtout toujours avoir un point de retour pour pouvoir se sauver en cas de cas. Et effectivement, lorsque on effectue une reconnaissance, il est bon de trouver un positionnement adapté pour que quand les CCF sont en action, qu'on ne les bloque pas. Je m'explique, si on fait une attaque et que la VLTT est devant, si la VLTT ne peut plus bouger, les deux CCFS ne pourront plus bouger. Du coup, il est préférable de travailler vue de l'arrière, ce qu'on appelle, pour qu'on ait une vue sur les lances et sur le chantier. Ce qui permet d'avoir un contact radio quasi permanent avec les deux chefs d'agré pour diriger les lances, parce que de temps en temps, ils n'ont pas une vision totale de la position de la lance. Et ça, c'est dû sur beaucoup de CCFS à la cabine qui est tôlée derrière et que le chef d'agré, pardon, n'arrive pas à voir exactement la position de sa lance. Et il est conseillé, mais ça, c'est pas toujours évident, de pouvoir travailler côté chef d'agré. Et quand on travaille côté conducteur, il faut impérativement que le conducteur guide le chef d'agré au positionnement des lances
Et ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. La fameuse manœuvre offensive du 1000 en action dynamique, comme vous voyez sur la diapo, les deux CCFS sont en attaque. Le chef de groupe, il est à l'arrière, comme je le disais, positionné pour une vision de l'ensemble du chantier. Et il pilote, je me répète un petit peu, mais il pilote ses chefs d'agré à distance. Juste pour compléter, donc dans cette manœuvre dynamique, comme vous voyez, c'est celle qui est préconisée lorsque le feu est virulent. Donc les chefs d'agré restent en cabine pour orienter les lances. On est plutôt en jet droit, avec une portée, si possible, de 50 mètres, mais tout dépendra de la végétation, hein. Entre une garrigue et une pinède, vous comprendrez que la pénétration des lances sera différente. On essaye de croiser le jet des lances, elle ne reste pas fixe, hein. Le chef d'agré balaye d'avant en arrière. La distance de 50 mètres, c'est plutôt la distance de portée des lances. Il faut que les jets se croisent. Et surtout, ce qu'il faut se rappeler dans toutes nos manœuvres, c'est qu'il faut comparer le 1000 à un passage de moyen aérien. C'est-à-dire que quand on fait travailler un 1000, le feu ne sera pas éteint. Derrière, il faudra aller faire du noyage, de la lisière, et là, il faudra mettre un gif pour compléter le passage du 1000, car il ne fera pas le tour des arbres ou derrière un rocher. Juste, je vais rajouter, quand vous recevez vos CCFS, il est très important au cours de la formation de les utiliser parce que nous, on voit dans le département du Gard, on a 10 CCFS et ils sont tous différents. Ils travaillent tous à une allure différente, donc très important pour le chef de groupe de savoir quel est le véhicule. Nous, on en a qui travaillent en première vitesse, ça correspond à 4 km/h. Il y en a d'autres en seconde vitesse, 5 km/h. D'où très important que le chef de groupe le prenne en compte pour garder quand même cette distance entre le premier et le deuxième CCFS. Donc Olivier vous a apporté ces précisions. Il y a même des différences entre boîte manuelle et boîte automatique où la vitesse de progression est différente et il faut s'adapter, d'où l'intérêt de bien connaître son parc matériel départemental. Vous avez à l'écran la deuxième manœuvre offensive qui est plutôt une variante dynamique. Le feu un peu moins virulent, donc on a le premier CCF qui va être en jet droit et le deuxième CCF qui aura plutôt un jet diffusé et qui commencera à faire du noyage. Et on a également notre troisième manœuvre offensive, plutôt une action de jalonnement, où là, le feu ayant baissé d'intensité, un seul CCFS travaillera, et le deuxième ne prendra le relais que quand le premier CCF est vide, ou s'il y a un point chaud qui n'a pas pu traiter au passage, le deuxième prendra le relais. On a estimé, on a fait des essais, nous, dans le département de la Drôme, on fait 400 mètres à peu près lorsqu'on est en attaque dynamique. Et lorsqu'on fait une action de jalonnement, on peut traiter 800 mètres. C'est bien sûr des données théoriques selon la végétation, mais c'est un ordre d'idée à avoir pour le chef de 1000. Bien entendu, le 1000 sera inséré dans une ligne d'appui, qu'elle soit statique plutôt que dynamique, une ligne d'appui avec d'autres gifs. Et là, bien entendu, on aura une sécurité du personnel, puisque le personnel restera en cabine. Les portées de canon permettront une attaque de feu plus loin que la portée des lances. Donc le chef de colonne qui ordonnera la ligne d'appui positionnera judicieusement le 1000 aux endroits stratégiques, là où le feu sera le plus virulent. À l'identique des gifs, le 1000 peut participer à des défenses de points sensibles, hein, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur. La plus-value, c'est bien sûr la sécurité du personnel. Attention quand même, quand on arrive avec un 8000 ou un 13000, pour faire des défenses de points sensibles, il va falloir manœuvrer peut-être un peu plus et penser que le canon se trouve sur le toit, côté cabine, donc on ne pourra certainement pas mettre le CCFS prêt au départ, mais on sera face au feu. Alors, toujours dans la protection et la sécurité, lorsque vous faites une attaque à lance-canon, certes, l'avantage du CCFS et du peu de personnel qu'on a, ils sont normalement tous en cabine. Néanmoins, attention avec les lances, quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser, souvent ils mettent en pompe alors que la lance n'a pas fini de se déployer correctement et elle se retrouve à la verticale. Et si on est sous une ligne de tension, ça peut faire du dégât.
Alors, si vous avez du personnel qui travaille à proximité des CCFS, faites attention si vous utilisez le canon avec la portée qui, comme on l'a dit, peut aller de 50 à 60 mètres. Donc, toujours sécurité du personnel, léger, en aucun cas seront utilisés en direction du personnel qui est au sol. Alors, l'alimentation 2000, c'est comment ça s'appelle? C'est exactement le même principe que l'alimentation d'un groupe, on va dire, traditionnel. Attention, quand les temps qui courent, de ne pas vider les châteaux d'eau inutilement. Et du coup, il est bon au chef de groupe de faire sa propre reconnaissance de secteur et de trouver, si possible, un point d'eau pour se mettre en aspiration ou permettre un CCF en aspiration et que nous, on puisse venir s'alimenter dessus directement. Il serait dommage de bloquer un CCFS sur une aspiration pour alimenter un chantier. Et, je pars du principe qu'il est plus judicieux de mettre un CCFM, tant pis pour le CCFM, mais et le CCFS, il sera plus utile. Le but du CCFS, le groupe du CCFS, n'est pas un groupe d'alimentation. Le colonel Carré, directeur du 30, nous le répète à chaque séminaire feu de forêt. Un groupe CCFS n'est pas un groupe alimentation. Néanmoins, lorsque on est engagé sur un chantier et que on a eu 2 ou 3 largages de Milan ou de Pélican et que le chantier est quasiment terminé et qu'il manque de l'eau sur un chantier pour aider nos collègues et éviter des transits importants avec les CCF, effectivement, on alimentera le groupe pour pouvoir finir tranquillement, mais ce sera juste à cette occasion-là. Ne pas se servir des CCFS comme alimentation. Effectivement, comme nous l'a rappelé Tony, ce sont des CCFS et pas des CCGC, même si dans certains départements, on a équipé les CCFS de piscines de 12 ou 13 000 litres. C'est vraiment pas la mission prioritaire. La mission prioritaire étant l'attaque massive au canon. On a également l'autodéfense qui est prévue pour le 1000. Hein. Il fallait réfléchir comment elle pouvait se faire. Le ZIS-13 avait créé une manœuvre, donc elle est représentée ici, où les CCFS vont protéger également la BLTT. La deuxième, le CCF2, sa cabine sera protégée par le premier CCFS. Là, sur cette illustration, on voit pas les canons, mais on peut avoir également le canon du premier CCF orienté vers le feu et le deuxième CCFS qui va protéger la VLTT, le premier canon. Attention, vigilance à avoir lorsqu'on utilise le canon un peu en jet parapluie, lorsqu'il y a du vent, et tous nos départements sont soumis à du vent, même à 20 km/h, lorsqu'on diffuse trop, le jet partira souvent à côté des camions, donc il faudra penser à bien orienter. Mais vous imaginez qu'orienter le canon, lorsqu'on a l'autoprotection en route et que l'eau retombe sur le vitrage des cabines, on ne voit plus rien. Et c'est pas le moment où on pourra mettre quelqu'un aussi à l'extérieur pour aller guider. Le chef de groupe sera dans un CCFS. Donc c'est une manœuvre qu'il faudra bien s'entraîner à faire et surtout bien prendre le sens du vent auparavant de mettre l'autoprotection pour voir dans quel sens on va diriger les canons. Chef de groupe et le conducteur. Ouais. Précision, le chef de groupe et le conducteur qui monteront dans les CCFS pour se protéger, plus à l'abri que dans les BLTT. Donc pour finir, et avant de laisser la parole au colonel Vaucouleurs, nous, les principaux avantages du 1000, c'est bien la force de frappe importante et indéniable, si bien sûr il y a un engagement précoce. Hein, donc l'anticipation au niveau du COS et du CODIS, c'est bien un engagement précoce de ce type de groupe. Comme nous le rappelait Tony, on a un délai de transit et des accès. Donc en délai de transit, au niveau roulage, la puissance fait qu'il roule plus qu'un gif. Mais par contre, on perdra du temps au niveau des accès. Même pour faire un demi-tour, il faut 11 mètres de long, 5 mètres de large. Et quand on tourne dans une courbe d'une caserne, on l'a tous vécu, on arrache plus facilement le goudron avec des CCFS. Après le passage du 1000, comme on vous l'a rappelé, il faut toujours prévoir un GIF pour parfaire l'extinction.
Bien prendre en compte que la portée et l'efficacité des canons, qui est variable sur différents CCFS selon la marque du canon, la puissance, est également variable selon le couvert végétal et la force du vent. Vous verrez vite que face au Mistral, le G-Bâton n'ira pas aux 50 mètres qu'a pu vous annoncer le constructeur. Un avantage indéniable qui a été prouvé, c'est que le MIL permet de réduire l'engagement homme-heure. C'est-à-dire que vous facilitez le noyage, au final, vous ferez passer des troupes au sol, mais qui resteront moins longtemps et auront moins de fatigue également. Et enfin, le chef de mile, et c'est un peu le but de cette présentation, c'est que le chef de mile pourra conseiller le COS, parce que le chef de mile connaît ses manœuvres, connaît ses capacités de ses engins, et il pourra du coup conseiller le COS sur l'utilisation possible sur le chantier, que ce soit en attaque ou en traitement de lisière. Colonel, vous laissons la parole. Oui, simplement pour reprendre ce qui est enseigné ici à Valabre dans l'utilisation des milles et des giles. Et je fais référence notamment au travail de l'anticipation. Et avec tout ce qui vient d'être dit, donc, il y a nécessité de prendre des précautions avant d'engager ces groupes, d'engager ces milles. Donc, je fais référence notamment à la partie anticipation. Donc, vous voyez bien par rapport notamment aux contraintes d'engagement liées au gabarit des véhicules, liées à l'encombrement. Donc, il y a nécessité de bien étudier le parcours et le temps de parcours avant d'envisager une idée de manœuvre à partir de ces engins-là, à partir de ces groupes-là. Il a été évoqué qu'on utilisait ces groupes aussi comme on peut utiliser des moyens aériens. Ça veut dire aussi que dans l'emploi de ces groupes-là, il va falloir aussi bien étudier la pertinence de leur emploi et donc la localisation de l'application de ces groupes-là. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'on peut enseigner au niveau notamment de l'anticipation. Simplement aussi faire référence qu'il y a des canons ont une portée en fonction de la puissance de feu. On ne pourra bien évidemment pas tout faire. Certes, c'est des camions qui sont plus adaptés à lutter contre des feux de forte intensité. Néanmoins, il y a des limites à tout, vous l'avez rappelé, et c'est aussi pour ça qu'à l'anticipation, il faut aussi avoir à l'esprit qu'on ne peut pas tout faire. Et ici, c'est simplement un rappel sur ce qui est enseigné. Après, attention, ce sont avec des données théoriques et certains types de véhicules. Donc, il a été rappelé ici les différentes capacités, donc il faut bien évidemment se remettre en perspective des véhicules qu'on a à notre disposition. C'était simplement donc un petit rappel par rapport à ce que vous avez pu entendre ici sur Valabre à travers les cours de MDF4 ou anticipation. En tout cas, merci pour votre présentation. Je propose qu'on cède la parole maintenant au colonel Faure qui nous a rejoint. Je vais peut-être le laisser se présenter et on enchaîne avec sa séquence. Et bonjour à tous, donc Nicolas Faure, je suis sous-directeur programmation soutien technique au SDIS 13 et également formateur à Valabre depuis à peu près 25 ans. Donc je vais évoquer avec vous le sujet des colonnes lourdes, donc après les modules d'intervention, les groupes d'intervention qui sont un peu plus rares, les colonnes sont encore plus rares. Je vais forcément répéter des choses qui ont déjà été dites, mais je pense que c'est la vertu aussi d'enfoncer le clou sur certains principes essentiels. Et on va essayer de faire ça de manière assez synthétique. Alors, parler de colonnes lourdes, ça peut paraître un peu étonnant. C'est un concept qui est peu connu encore pour le moment. Pour le moment, je l'ai guère vu dans des documents nationaux. L'ordre national d'opération n'est pas encore sorti. Peut-être qu'il fera référence, on verra d'ici peu. En tout état de cause, c'est une notion qui a été évoquée dans le cadre des packs capacitaires, puisqu'on a eu l'opportunité de pouvoir acheter des CCFS afin de constituer des colonnes lourdes. Et c'est un programme qui pour le moment est largement suivi. Si je ne me trompe pas, à terme, il y aura de l'ordre de 140 à 150 CCFS de différents tonnages qui pourraient être achetés dans le cadre du pack capacitaire. Et surtout, cette démarche elle s'appuie sur une première expérience qui concerne l'année 2022, avec l'engagement par la zone sud à 3 reprises
de colonnes lourdes en Gironde, en renfort en Gironde. Alors c'est une initiative qui revient à l'inspecteur général François Pradon, qui à l'époque était chef d'état-major de la zone sud, et qui lui-même a une expérience en termes de commandement opérationnel avec l'engagement de CCFS dans les Bouches-du-Rhône. Donc il avait une connaissance technique de ces moyens, et il a préconisé donc cette expérimentation sur laquelle on va revenir et qui va servir de base à notre présentation. Alors, évoquer ce matin le besoin doctrinal et formatif, oui, c'est un concept qui n'est pas formalisé. L'expérience de la Gironde a eu plusieurs dimensions. On a essayé plusieurs formules. Je ne sais pas quelle est la meilleure, mais on y reviendra tout à l'heure. En tout état de cause, on a un besoin de connaissances, c'est l'objectif de cette matinée d'information, à la fois pour les COS bénéficiaires des renforts en termes de colonnes de forêt et de colonnes lourdes en particulier, et pour les chefs de colonne eux-mêmes, parce que constituer une colonne de but en blanc, je peux vous dire, pour avoir vécu, que ce n'est pas si évident, se retrouver avec 12 CCFS différents, et devoir traverser une partie de la France pour mener une action. En tout état de cause, là aussi, je pense qu'il y a réellement un besoin de formation qui émerge. Alors, chez nous, je pense que les intervenants précédents ont déjà des pratiques en termes de formation des conducteurs, des chefs d'agré et des chefs de groupe, mais c'est un besoin qui va se généraliser au plan national parce qu'on n'utilise pas ces moyens comme CCF. Revenir sur l'expérience de la Gironde de 2022, donc je vous ai dit 3 colonnes à 3 reprises. Alors sur des périodes assez courtes. Pourquoi des périodes assez courtes? Parce que en fait, on a tenu compte du niveau de danger dans la zone sud pour pouvoir libérer des moyens. Dès que le niveau de danger remontait, il fallait retourner dans nos départements respectifs afin de garantir une réponse opérationnelle sur les feux. Donc c'est des périodes de 2-3 jours. Personnellement, j'ai participé à la deuxième colonne. Comme je vous disais, c'était 12 CCFS, alors avec un mélange de véhicules, de 10 000, de 9 000, je dirais, à 13 000 litres selon les châssis, 6 000 VLHR, un GIF qui avait été rajouté également. Au total, c'était 5 SDIS différents qui ont participé, donc ce n'est pas forcément évident, on ne connaissait pas tous. Et il a fallu composer avec un déplacement assez long pour aller jusque là-bas. Le déroulement, on a constitué la colonne au fur et à mesure, là aussi on a essayé de gagner du temps sur l'engagement, donc les plus éloignés, le 06 et le 83, on rejoint le 13, puis on a rejoint le 26, le 30, le 34 sur l'autoroute pour gagner du temps là aussi. On a très vite été confronté à la problématique de la longueur de la colonne, de la vitesse de déplacement, et très rapidement, ravitaillement en carburant qui s'est fait près de Toulouse et qui a pris, je crois que pour la colonne, il a dû prendre 1 heure facilement. Donc, pour ma part, en tant que chef de colonne, j'ai profité de cette occasion pour partir devant, aller au PC, à l'époque c'était le PC d'Andiras, prendre contact et essayer d'anticiper l'arrivée de la colonne et la mission qui nous serait confiée. Le premier engagement a eu lieu le matin sur l'Andiras, puis on a basculé dans la soirée sur le deuxième feu, qui était celui de la Teste de Buge, et puis après on a des engagements au bout de 2-3 jours, et on a désengagé la colonne comme on avait constitué au fur et à mesure sur l'autoroute. Alors pour des raisons pratiques et des raisons de sécurité aussi, parce que vu la longueur, comme je vous disais, on ralentissait aussi le trafic et ça pouvait être dangereux. Donc une expérience limitée dans le temps, mais qui nous a permis d'aller sur 2 feux et de mener des actions assez différentes, puisque le matin, sur l'Andiras, on a pu faire du traitement de lisière avec du mouillant moussant. Après, on a été contraint de faire une attaque directe un peu plus au sud, puis de la DPS, puisqu'il y avait des habitations menacées, un village menacé, une ligne d'appui qui a été en renfort de différents disques qui étaient sur la teste, et du noyage pour terminer. Donc on a tout testé, un peu toutes les solutions. Sachant que, on n'a pas eu le temps non plus de tout faire, mais les autres missions aussi ont permis de mettre en œuvre les CCFS sur ces 2 feux, et principalement sur celui de l'Andiras, avec des contraintes, qui est un terrain qui est forcément différent de celui de la zone sud, des possibilités d'engagement qui étaient là aussi différentes en raison de la dangerosité, notamment des chutes d'arbres sur les massifs.
Donc, un panel d'opérations, d'actions menées qui vous montre aussi les possibilités, ça a été dit tout à l'heure, des CCFS. Ils ne sont pas réduits à une seule mission. L'opportunité est évidente, ça a été dit, je le répète, c'est une valeur ajoutée. Alors, une valeur ajoutée avec un 1000, à plus forte raison avec un J, avec une colonne, c'est une force de frappe. C'est une force de frappe qui va arriver, dont on va devoir utiliser la plus-value au mieux. Imaginez tous ces CFS qui travaillent ensemble. Alors, il y a plein de contraintes, mais c'est d'abord une opportunité. C'est une opportunité de mener une action décisive sur un feu, avec des limites, bien sûr, mais qui peut renverser la situation dans certains cas. Et c'est ce qui doit être réfléchi, anticipé, pour ne pas gaspiller la ressource, mais au contraire, la valoriser au maximum. Bon, ça a été dit tout à l'heure, là aussi, moi j'avais un directeur qui disait ça il y a presque 30 ans, le CCFS, c'est un Canadien. Alors, il disait ça parce que pour lui, c'était une action majeure, avec l'appui derrière de GIF. Mais c'est un Canadair, le colonel Faucouleur le disait, qui doit être conçu dans... On doit pousser l'analogie jusqu'au bout. Pourquoi j'en ai besoin, à quel endroit, quelle est l'action la plus efficace. Un Canadair, on ne le fait pas taper un coup à droite, un coup à gauche, on le fait travailler avec une continuité d'action. On ne le fait pas travailler seul, vraiment s'il est en gare, ce qui est assez rare, mais on le fait travailler en module, avec plusieurs appareils. Donc nous, ça va être un 1000, un J, une colonne. Donc une action ensemble, dans la durée, anticipée, pour là aussi avoir la valeur ajoutée la plus importante. Donc tout doit être réfléchi, anticipé, ça a été dit tout à l'heure. Et puis derrière un Canadair, il faut faire passer des gifs là aussi, parce que le canon ne fait pas tout. Et que une fois qu'on a fait baisser l'intensité des flammes, on va pouvoir engager du personnel au sol, des troupes au sol, en sécurité davantage. Donc ça, c'est le premier principe, mais qui doit guider toute notre réflexion opérationnelle, que ce soit celle du COS, de l'anticipation ou du chef de colonne dans ses conseils, lorsqu'il va les prodiguer au commandement local. Mais là aussi, ça a été dit, le CFS, ce n'est pas un CCGC amélioré, ce n'est pas simplement une grande capacité avec un canon. C'est un engin d'attaque avec des aménagements de sécurité qui sont équivalents à ceux du CCFM, mais une capacité d'action qui est beaucoup plus importante, une efficacité, elle a aussi un rendement qui est majeur. Donc là aussi, exceptionnellement, on peut faire de l'alimentation, ça vient d'être dit, mais essayons d'en profiter pour faire autre chose. On ne va pas faire du noyage avec un Canadair, on ne fait pas du noyage forcément avec un module ou un groupe ou une colonne lourde, sauf si ça a un intérêt majeur qui peut être mis en évidence, et ça, toute adaptation est possible. Alors les premières contraintes, on l'a dit, c'est le transit. Je l'ai évoqué pour la Gironde, la longueur de la colonne, les délais d'intervention. Bon, même si les S vont vite, c'est quand même assez compliqué. Il faut tout anticiper. Il faut anticiper les hauteurs de passage sous les ponts ou les trémies. Il faut anticiper la largeur des voies. Il faut anticiper la capacité à passer là aussi sur un pont au regard du tonnage. Tout doit être réfléchi. Le ravitaillement en carburant, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ça devient problématique. Il faut l'anticiper, il faut trouver des stations qui sont en capacité. On a eu un problème, je crois, après, en Gironde, sur une petite station qui commençait à être limite en carburant. Tout va prendre une autre dimension, en fait. Pour faire simple, par rapport à un GIF ou par rapport à un MI, on va changer de dimension. Rien que le stationnement va devoir être vu, il va falloir avoir des espaces énormes, et tout ça, ça fait partie de la reconnaissance indispensable. De même que le reconditionnement en eau, on va peut-être mettre à plat un réseau, mais on va peut-être aussi prendre énormément de temps ou gêner l'action d'autres moyens engagés sur le chantier. Donc là aussi, une réflexion particulière. On n'aborde pas une colonne lourde comme on aborde une colonne GIF, simplement. On change de dimension. Mais c'est gérable, pour autant qu'on y réfléchisse. Au-delà des contraintes, il y a aussi des limites. Il ne faut pas surestimer effectivement les capacités techniques, notamment face à un front de feu. Moi, j'ai le souvenir d'une tentative de ligne d'appui sur un feu bien établi dans notre département, où on s'est fait sauter très largement, parce que au-delà de la capacité des canons,
Un front de feu, ça reste une puissance tellement forte et le risque de saute est tellement important que tout n'est pas possible, même avec cet engin. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir en tête ces limites-là. On va être efficace en jalonnement, on va être efficace sur des flancs, on va être efficace sur un front qui n'est pas trop établi, mais tout ne sera pas possible, il faut en être conscient. L'accessibilité, là aussi, il nous est arrivé d'être appelé en renfort sur d'autres départements où le MIL ou le GIL est resté au point de transit parce qu'en fait, il ne pouvait pas accéder du tout au chantier. Donc là aussi, une réflexion à mener. Et puis la dimension humaine, alors malheureusement, heureusement, on n'a pas eu d'accident humain, mais on a eu de la casse sur des CCFS à plusieurs reprises, en intervention et en manœuvre. Et on l'a constaté, on a eu des presque accidents, plus un engin performant, et Dieu sait que le CCFS est un engin performant, plus on a tendance à le pousser dans ses limites, et voire à perdre un peu la notion des limites. Donc là aussi, il y a une dimension formation qui est importante, il y a une dimension maîtrise par le commandement, que ce soit le chef de mille, chef de groupe ou chef de colonne, de façon à rester dans le cadre des limites. Bon, pour faire simple, on a un CCFS qui s'est retourné, on a un autre qui s'est retrouvé sur une pente telle que le canon n'était plus efficace. Je parle sous le contrôle de Tony Finoya. Tout n'est pas possible et il faut en être conscient. Même Superman a des limites. Sa voiture aussi. Alors les préconisations, au vu de notre petite expérience sur la colonne, bon, la première, elle est évidente. Vous allez me dire, c'est la même chose pour toute colonne, que ce soit un GIF ou autre chose. C'est la préparation du transit. Oui, sauf que là, comme je vous disais, c'est une autre dimension, c'est encore plus compliqué. Donc il faut absolument préparer au mieux ce transit. Dans la mesure du possible, même essayer d'avoir une vision de tous les véhicules très en amont. Envoyer un échelon de reconnaissance ou de commandement, alors ça peut être, en l'occurrence, sur mon expérience, c'était moi-même, mais ça peut être aussi, on peut s'arranger avec l'adjoint au chef de colonne. En tout cas, il va falloir s'articuler pour que prise en amont. Et si c'était à refaire, je partirais encore plus tôt. Dès la constitution de la colonne, je serais parti sur le PC, sur le chantier, pour vraiment tout préparer. Préparer le transit, préparer l'accueil, préparer la logistique, avoir une vision. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver pendant toute la mission. Le chef de colonne, son adjoint vont devoir systématiquement se déplacer et tout préparer, tout anticiper, parce que là aussi, il y a trop de contraintes à prendre en compte. Et puis, si possible, alors là aussi, les durées de mission dans le cadre d'une colonne, puisqu'on part pour une action de points, on part pour plusieurs jours, dans la mesure du possible, là aussi, ça va prendre du temps, mais avoir des équipages interchangeables, la conduite est quand même de une vigilance particulière, il faut pouvoir échanger les rôles entre le chef d'agré et le conducteur. Bon, ce ne sera pas toujours possible pour tout le monde, mais c'est un plus, on va dire. Là aussi, dans la notion de plus, c'est dans la mesure du possible avoir des véhicules homogènes, ne serait-ce qu'en tonnage. Tout à l'heure, on a dit, oui, il peut y avoir des véhicules très différents les uns des autres, les canons peuvent être différents. Alors déjà, si on a un gabarit à peu près équivalent, ça simplifie les choses pour tout le monde. Ça donne une vision opérationnelle un peu plus stable et ça va simplifier. Y compris pour le soutien technique, parce que bon, on peut avoir des pannes, ça a été le cas sur notre colonne, on a une petite panne qui a été réparée assez facilement par le soutien technique du 1033. Je sais qu'il y en a eu une autre sur la dernière colonne, sur la troisième colonne, ils ont eu également une nécessité de se rapprocher d'un concessionnaire local. Ça a été possible. Ça ne sera pas le cas possible, pas forcément possible dans tous les chantiers, sur tous les départements. Bon, sur les pannes les plus fréquentes, ça peut être mécanique, mais ça peut être aussi le canon. On a aussi des faiblesses sur les canons parfois. Pour le commandement local, bien entendu, il faut anticiper la mission. Alors là aussi, si le COS d'origine peut envoyer une fiche avec tous les engins, c'est déjà pas mal. Essayer d'avoir un contact téléphonique avec le CODIS et le chef de colonne, ça permet d'anticiper et les contraintes logistiques, mais surtout l'engagement. Colonel Couleur l'a dit tout à l'heure, la mission d'anticipation du COS, du chef PC, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire à cette colonne.
quand je le dis comme ça, c'est pas une contrainte, c'est au contraire, on a une force de frappe exceptionnelle de 12 CCFS, il faut savoir et pouvoir l'engager au meilleur endroit, au meilleur moment. Quelle plus-value, quelle action décisive va pouvoir être possible. Bon, tout à l'heure, vous avez eu un exposé de toutes les possibilités d'action opérationnelle des 1000. Ben là, vous multipliez par le nombre de CFS que vous avez à votre disposition, vous pouvez réellement mener une action décisive sur un chantier. Alors, toutes les actions sont possibles, je l'ai dit et je le répète, hein, que ce soit de l'attaque directe, du jalonnement, de la ligne d'appui, de la DPS, du traitement de lisière. Tout est possible avec ces engins. Et puis, bien entendu, on a dit qu'il faut travailler avec des GIFs, mais ça nécessite une organisation particulière. Presque, il faudrait envisager 2 colonnes, une colonne lourde et une colonne de GIFs, qui puissent travailler ensemble, s'articuler, ne pas se gêner, ne pas se bloquer les pistes les uns les autres. Donc là aussi, ça demande une réflexion en amont de la part du PC et un arbitrage du COS. En tout état de cause, et c'est un peu l'objectif de cette matinée, je pense qu'il faut vraiment qu'on développe une vision sur l'engagement de ces colonnes. À terme, on en aura de plus en plus, puisqu'on va avoir de plus en plus de CCFS. Jusqu'à présent, ils étaient plutôt concentrés en zone sud, avec quelques exceptions, hein, puisque je crois que la Saône-et-Loire est déjà acquis, par exemple. À terme, il y en aura disséminé un peu partout en France. Il y aura la capacité de monter des colonnes beaucoup plus facilement. Il va en pleuvoir nombre. Donc, posons-nous des questions et essayons de développer une véritable vision sur les colonnes lourdes. Pour moi, elles ne sont pas réservées aux feux de Gironde, aux feux hors normes, qu'on peut rencontrer de temps en temps, où il ne faut pas attendre que soit dépassé, que ce soit un feu majeur pour engager une colonne. On peut la monter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précocement, et c'est peut-être là qu'on va être efficace. Comme parfois, l'engagement des Canadaires va être très, très efficace dans la première heure, hein, et pas forcément quand le feu est établi, où finalement l'efficacité est relative, parce que le feu est trop puissant. Et comme je disais, une colonne n'est pas forcément réservée pour de l'attaque. Elle peut être aussi efficace pour du traitement de lisière, pour libérer des GIFs, pour libérer des ressources qui vont soit repartir en préventif, soit être engagées sur d'autres secteurs plus difficiles d'accès. Donc là aussi, articulation entre les différents moyens. Un COS ou un PC, il a une boîte à outils. Aujourd'hui, cette boîte à outils s'est enrichie de beaucoup plus d'outils que par le passé. On avait beaucoup de GIFs, on avait des CCGC. Maintenant, on utilise davantage le feu tactique, on utilise davantage les détachements d'intervention héliportés pour ceux qui en ont, on utilise davantage les détachements retardants, et bien, utilisons davantage les moyens lourds, c'est-à-dire ressources lourdes, que ce soit des MILT, des GIL ou des colonnes. Et surtout, évitons les a priori. Alors oui, il y a des contraintes, on l'a dit, il y a des contraintes, il y a des limites, c'est lourd, mais en même temps, et ça a été dit tout à l'heure, c'est un rendement incomparable. On a moins d'agents engagés, on a un ratio efficacité-effectif, nombre de véhicules, qui n'est pas comparable à celui d'une colonne de GIF. Et en même temps, on garantit un niveau de sécurité plus élevé parce que une grande partie du temps, le personnel sera en cabine, sera protégé par ses AMSEC, avec une puissance hydraulique, des ressources qui sont là aussi supérieures. Donc, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est d'abord un atout opérationnel et c'est aussi une garantie de rendement et de sécurité. Bon, à partir de là, je ne vais pas revenir sur les utilisations techniques, mais je pense qu'il y a dès maintenant, avec la livraison des premiers CCFS du pack capacitaire et le renforcement qui arrive à l'échelon national, la nécessité de se préparer. Donc avoir une vision claire de nos ressources dans chaque zone pour pouvoir être en capacité de réagir et de pouvoir monter une colonne assez facilement. Intégrer dès maintenant la notion de groupe lourd et de colonne lourde dans la réflexion opérationnelle, même si on n'en a pas dans son département, dans nos exercices de cadre, dans nos manœuvres, se dire si le feu dégénère, est-ce que je peux demander une colonne, où est-ce que je vais l'engager, quelle va être sa plus-value, quelles vont être les contraintes associées à cet engagement. Donc il faut que ça soit systématisé, que ça rentre dans les têtes d'une certaine façon. Et puis, comme je disais, pour ceux qui ont des engins, poursuivre la formation, améliorer la formation, ça reste quand même un engin exceptionnel, pas simplement par son coût, hein,
on y est un peu sensible en tant que Soliva Express, quand on doit les acheter, surtout les entretenir et les réparer. Mais ça reste un engin exceptionnel par ses performances. C'est pas un mettre entre toutes les mains. Pour moi, il y a quand même une notion d'élite, de conducteur, qui doivent maîtriser ça. Et puis, là aussi, dans nos démarches de préparation de saison, dans nos démarches de manœuvre, se poser déjà des questions. Si j'avais un feu à tel endroit, est-ce que ça serait accessible? Est-ce qu'il passerait? Au contraire, est-ce que je devrais les mettre à un autre endroit? La réflexion peut déjà débuter là-dessus, sans même avoir les engins. Il n'y a rien de pire que de voir arriver un module lourd ou un groupe lourd, ou a fortiori une colonne, et qui reste stationnaire sur un point de transit parce qu'on ne sait pas où la mettre, parce qu'on se rend compte qu'il y a une voie SNCF et que les trémies sont trop basses pour qu'elle passe dessous, ou parce qu'on a des problèmes d'alimentation, ce genre de choses. Un Canadair, ils ne volent pas en attendant les ordres du COS pour larguer. Vous allez vite faire remonter les bretelles par le Pélican leader, qui va vous dire, bon, écoute, tu m'as fait venir sur le feu, maintenant il faut me donner une mission, sinon je m'en vais, je vais sur un autre feu. Donc là, c'est pareil. Il faut que ce soit anticipé, il faut que la mission soit cohérente et qu'elle permette vraiment d'avoir une action décisive. Là, bon, je pense que tous les utilisateurs en sont convaincus. Maintenant, avec la diffusion des CCFS et à terme la constitution davantage de milles, de groupes lourds et de colonnes, il va falloir qu'on intègre au fur et à mesure. Et dans nos réflexions, qu'on soit fournisseur, je dirais, de renforts, qu'on soit bénéficiaire de ces renforts. J'étais très rapide, mais voilà l'essentiel du propos que je voulais partager avec vous. Merci Nicolas. Merci à tous. Donc, on va répondre à quelques questions qui ont été posées. Puis, s'il y en a d'autres qui viennent entre-temps, bien évidemment, on va s'y consacrer. Donc, sur une première question, Nicolas, portée sur la conduite, c'est ça? Non. Ah, les arceaux de sécurité. Alors, tiens, je te laisse le micro pour poser la question. La question qui a été posée, donc il n'y a pas d'arceau de sécurité dans la cabine après contact avec Galin, la spécificité par rapport au camion Scania. Oui, en effet, la cabine Scania répond aux exigences normatives au niveau de la déformation de la cabine. Voilà, donc c'est la structure de la cabine qui fait office d'arceau anti-écrasement. Voilà. Et la deuxième question, c'était par rapport au transit. Donc dans le GTO-GDO, il est inscrit une vitesse de 60 km/h pour le transit. Donc est-ce que vous autorisez le dépassement de ces préconisations? Alors du coup, là, j'ai un petit peu répondu avant. J'ai regardé donc dans le GTO-GDO, donc c'est bien spécifié sur route, en zone urbaine et en zone forestière, alors que nous, la discussion portait sur l'autoroute. Oui. Donc sur autoroute, c'est 90 km/h, au moins 80 km/h. Ouais, si je peux préciser, oui, ce sont des camions, donc comme il a été précisé, ce sont des routiers, ce sont des véhicules qui ont besoin de rouler. Ces véhicules limités à 90 km/h, il n'y a aucune incidence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code de la route fixe la vitesse à 85 plus ou moins 5 km/h. Donc, bien entendu, c'est une limitation de vitesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut rouler à 90 en ville. Voilà. Et la vitesse doit être tout le temps adaptée à la condition et à l'utilisation, et notamment en convoi. Voilà, je pense que. Mais contrairement aux limitations et la précaution que l'on fixe sur les CCFM, notamment les 14 tonnes, sont tout à fait différents. On est sur du montage roue simple. Rarement, sur le 14 tonnes, il n'y a pas de jumelé, c'est du simple. La tenue de route n'est pas du tout la même sur un CCFS 26 tonnes ou 32 tonnes qu'un véhicule de 4x4. C'est pas du tout la même configuration de la liaison au sol, en fait. Il faut évoquer la liaison au sol. Et le centre de gravité, il est mieux adapté. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'incidence, vous pouvez faire rouler le véhicule et limiter à 90 km/h. Bien entendu,
la vitesse doit être adaptée au type de route. Merci. On a une question sur l'emploi des CCFS en Rotterdam. Donc il y en a un qui veut répondre sur l'emploi du CCFS en dire. Je compléterai s'il faut. Il n'y a pas de souci. Pour l'avoir utilisé sur le feu de Confaron dans le Var, l'emploi des CCFS avec le Rotterdam, très bon produit. La particularité que j'ai rencontrée lors de ce feu, c'est que le Rotterdam, le pourcentage de Rotterdam n'est pas du tout le même que celui des Canadair. Il est plus compact, on va dire. Et sur le CCFS de l'Hérault, j'ai rencontré un souci, c'est que la lance canon a été, on va dire, figée sur une position que je pouvais plus, on ne pouvait plus la manœuvrer. Merci. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule quand on a posé une ligne de Rotterdam. Le CCFS du 34 était en jet droit et le reste fonctionnait. Du coup, je faisais passer le CCFS en jet droit avec une portée beaucoup plus puissante. Et le reste des CCFS était en jet diffusé pour faire la lisière correctement. Voilà la particularité du Rotterdam, on va dire terrestre, par rapport au Rotterdam aérien. Voilà. Oui, par rapport au Rotterdam, il faut prendre des précautions et pas la négliger, c'est-à-dire qu'après l'utilisation de Rotterdam, il y a besoin et nécessité de faire du rinçage, parce que le Rotterdam peut colmater, boucher, voilà. Endommager les conduites. Et si, normalement, on ne devrait pas, mais sur les attaques en Rotterdam, on ne devrait pas déclencher l'autoprotection, mais du coup, l'autoprotection va être Rotterdam aussi. Voilà. Donc, ça demande vraiment une attention particulière, vraiment pour la partie aussi bien utilisateur, parce que c'est les utilisateurs après qui seront pénalisés, mais pour la partie technique, un véhicule qui serait mal rincé entraînerait de l'indisponibilité, des coûts de réparation, et notamment, je pense qu'au niveau de la DG, il y a DGS et GC, une note qui évoque, ou en tout cas si elle n'est pas sortie, elle le sortira, qui évoque le nettoyage des véhicules après utilisation de Rotterdam, mais vraiment ne pas prendre à la légère, notamment pour la sécurité du personnel et pour le véhicule en lui-même. Oui, je compléterai parce que dans la question, c'était pour savoir si effectivement les SDIS contribuaient au montage du DIR, donc à l'utilisation des CCFS pour l'épandage de Rotterdam. Donc c'est le cas en zone sud, avec, me semble-t-il, maintenant deux DIR zonaux, la capacité de 2 DIR zonaux, puis peut-être que ça montera en puissance à la fois en zone sud et dans les autres zones. Effectivement, il y a des précautions à prendre avant l'utilisation des CCFS en DIR. Donc on l'avait vu au moment du montage du DIR zonal sud, la disparité des véhicules aussi fait que, bien évidemment, il va falloir aussi que le chef de groupe s'adapte au type de véhicule qu'il a à sa disposition, puisque pour que le retardant soit efficace, il faut qu'il ait une certaine concentration, il faut qu'il ait une certaine profondeur dans son épandage. Ça veut dire que quelque part, la vitesse des véhicules est déterminante. Donc en fonction du type de véhicule, vous l'expliquiez tout à l'heure, suivant si on a des boîtes manuelles, si on a des boîtes séquentielles, si on a des vitesses de roulement qui sont différentes, ça peut prendre aussi il va falloir aussi étudier quelle est la position du véhicule dans le groupe. Donc tout ça, ce sont des manœuvres qui sont réfléchies, et j'invite donc les collègues qui pourraient être intéressés à développer ces techniques-là, à se rapprocher donc de l'état-major de zone sud, pour reprendre les renseignements et pour être réorienté vers les bonnes personnes. Le retardant terrestre, juste pour préciser quand même certaines choses, c'est l'équivalent du retardant aérien avec de l'argile en moins, avec une masse en moins
parce que le retardant aérien, il a besoin d'avoir une certaine masse pour pouvoir être projeté correctement. Là, cette masse-là est retirée au retardant terrestre, mais en tout cas, l'application, les résultats restent les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir aussi bien anticiper où on veut utiliser le dire en fin de soirée. Donc, autre question, Nicolas. Alors, y a-t-il une formation complémentaire des chefs de groupe lourds sur l'utilisation des CCFS en tir? Moi, je vais parler du tir volo, parce que c'est celui que je connais et qu'on a. Le CAR participe avec l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le bataillon. Le Var et les Alpes-Maritimes. Le Var, voilà. On a une formation et une information qui dure ce qu'elle dure, mais voilà, il y a un minimum à connaître et à savoir pour l'utilisation du tir volo. Quoi, tir volo ou dire tout court, quoi. Oui, sachant quand même que tous ceux qui intègrent le dire volo, on a déjà tous reçu en interne une formation sur l'emploi des CCFS, soit en mid, soit en groupe lourd. Donc, ils sont déjà tous aguerris à l'intervention, à l'attaque, bien que le dire ne soit pas un groupe constitué pour de l'attaque, mais plutôt pour poser une barrière de retardant. Mais il est possible que le dire soit utilisé en attaque, alors soit avec du retardant directement, chose qui se fait avec les fourmis, ce qui n'est pas, à mon avis, enfin, je ne suis pas sûr de ma réponse là, ça n'a pas encore été envisagé avec les dires des SDIS pour faire de l'attaque directe au retardant, mais en tout cas, c'est faisable. Et bien évidemment, avec le retardant, on peut faire aussi du DPS, et la capacité du dire peut aussi permettre de faire de l'attaque à l'eau. Si on n'a plus de retardant, le groupe lourd, il y a quand même une capacité, comme ça vient d'être exposé précédemment, il y a toujours cette capacité d'engager ces engins en attaque à l'eau. Nicolas, autre question? Oui. Dans le début de la présentation, vous avez parlé de l'intégration de CCFS dans les GIF. Est-ce qu'en plus des 4 CCF, ou la composition du GIF est de 3 CCF et 1 CCFS? Je sais peut-être le colonel Fort répondre. Non, le principe, quand on intègre un S, c'est 3 CCFM, 1 CCFS, en général un civil. Mais on ne rajoute pas des S en plus de 4M. Après, on essaie de faire travailler, nous en tout cas, les lourds ensemble, et de manière à avoir des contraintes un peu équivalentes et des opportunités aussi équivalentes. Nicolas, autre question? Merci. Nicolas. Un cadre légal national concernant la formation des chefs d'agré et chefs de groupe est-il envisagé? Je peux pas répondre. Si la commande est passée à Valabre, bien évidemment, on répondra à cette demande. Ça me paraîtrait peut-être intéressant, au moins d'avoir un stage expérimental pour essayer de débuter là-dessus, si tant est qu'il y ait vraiment un besoin qui soit exprimé par plusieurs départements, et puis peut-être aussi par notre direction générale. Mais donc, nous, on se conformera aux besoins et on sera en mesure, par rapport à tous les départements qui ont déjà mis en place des formations, donc on s'appuiera sur votre expérience et on développera bien évidemment des supports qui seront mis à disposition des stagiaires et des départements, sachant que vous avez déjà beaucoup travaillé, il existe déjà beaucoup de documents, vous en avez présenté quelques-uns, il y a des documents doctrinaux, il y a des documents de formation, vous avez créé des tutos aussi, pour ceux qui écoutent ce webinaire, on pourra aussi vous mettre à disposition des liens pour pouvoir regarder ce qui se pratique dans les différents SDIS. Et puis après, derrière, donc, pour revenir à la question initiale, bien évidemment, on répondra présent si on nous en fait la demande. Pour rebondir sur la réponse, alors, bien entendu, je ne sais pas s'il est envisagé, mais en tout cas, je pense partager l'opinion de tout le monde qu'il est nécessaire. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre ces engins entre toutes les mains, et si on veut vraiment les utiliser de manière optimale et en sécurité, il faut un minimum de formation. Je ne peux pas non plus faire des usines à gaz, mais je pense qu'aujourd'hui, on a des formats de formation qui sont adaptés et qui permettent de répondre aux besoins. Et c'est un besoin qui va nécessairement grandir avec l'extension du parc, là aussi. Il y avait une question sur les qualités du retardant.
Donc je reviens sur l'explication précédente. On est sur les mêmes concentrations de retardant que le retardant aérien, hein. Donc on est sur du 20%. Et après, en termes est-ce qu'on a des réfractomètres dans les dires? Non, il n'y a pas de réfractomètre d'affecté. Ça pourrait être une suggestion si. Bon, oui, pourquoi pas, pour s'assurer qu'on a les bonnes densités et que derrière, en taux d'application, on correspond bien à ce qu'on attend d'un dire. Pourquoi pas avoir l'évolution, il faut le suggérer auprès des chefs de groupe et de l'état-major de zone sud qui met en œuvre ces groupes-là. Une remarque là-dessus? Ouais. Alors pour l'avoir vécu, l'année où j'ai fait le tir volo, c'était la sécurité civile qui armait la fameuse semi-remorque où on fait le pré-mélange et on réalimente les CCFS pour aller faire l'établissement de retardant. Néanmoins, il faut que les SDIS peut-être investissent dans ce matériel-là pour qu'on soit autonome. Après, je ne sais pas trop exactement comment ça se passe. Aujourd'hui, pas tous les SDIS Voilà. disposent d'une réserve de retardant. Le retardant est délivré par l'état-major national, par la Direction générale de la sécurité civile, hein, pour que les tirs puissent être montés. Et donc, c'est des UFR, des unités qui fabriquent le retardant, qui sont mis à disposition des groupes lourds pour pouvoir réaliser ces épandages de retardants sur les feux. Alors, peut-être, alors je sais qu'il y a certains SDIS qui ont acquis des réserves de retardants. Donc, eux, peut-être qu'ils ont acquis en parallèle aussi des réfractomètres, je ne sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, on prend en compte la suggestion, mais on verra comment la faire remonter auprès de l'état-major de zone. Voilà. Je n'avais pas d'autres questions. Alors, écoutez, on a fait le tour des questions, à moins que d'autres veuillent poser d'autres questions à l'oral, si vous voulez prendre la parole en direct, ou des précisions sur ce qui vous a été présenté, parce qu'on n'a certainement pas tout dit, donc il y a peut-être des choses que vous voulez rajouter, et nous sommes bien évidemment preneurs de vos remarques. Donc, je vous laisse éventuellement intervenir pour ceux qui le souhaiteraient. Et personne ne prend la main, donc vous avez vu que dans la présentation qu'on vient de vous faire, donc sur les CCFS, donc les caractéristiques techniques de ces engins, donc des engins particuliers qui nécessitent quand même une prise en main à la fois par les ateliers, une prise en main par le patrimoine aussi, puisque la remarque a été faite sur les possibilités de rentrer les véhicules dans les centres de secours, dans les ateliers. Donc bon, c'est pas uniquement l'acquisition du véhicule, il y a tout ce qui va derrière. Donc je suppose aussi, Tony, des mécanos qui sont plus formés sur ce type de véhicule, avec une vigilance particulière sur l'entretien. On l'a vu aussi que sur le plan de l'armement, c'était pas des armements conventionnels, puisque les CCFS 8 à 13 000, donc la plupart d'entre eux étaient armés à 2. Souvent, c'est 2 conducteurs. Et on a vu aussi qu'au niveau du STIS 13, en période estivale, vous mettiez des sous-officiers, aussi bien le conducteur que le chef d'agré, donc 2 sous-officiers. Ça pèse quand même sur les effectifs. Que dans les effectifs, vous limitiez le nombre de conducteurs, donc par centre de secours, parce que, comme vous l'avez reprécisé et bien insisté dessus, c'est pas des engins qui se conduisent comme un CCF. Ça nécessite quand même une compétence à la conduite qu'il faut venir acquérir à travers de la formation. Donc tout ça représente quand même des contraintes aussi à l'armement. Donc je viens de parler de la formation. Bien évidemment, derrière, il y a la formation des conducteurs, la formation des chefs d'agré. Et puis après, derrière, il y a aussi donc la formation des chefs de groupe, puisque vous avez tous développé des techniques opérationnelles avec vos engins, alors soit en engin isolé, en mine, en groupe lourd, et puis
à la fin de la séquence, on a présenté aussi en colonne. Donc tout ça milite pour que effectivement les choses soient posées, que derrière elles soient partagées avec ceux qui doivent les mettre en œuvre. Donc dans les SDIS, il y a bien évidemment ceux qui les mettent en œuvre, mais il y a ceux aussi qui sont susceptibles de les utiliser. Donc pensez bien à anticiper l'emploi de ces groupes lourds pour éviter de pouvoir les bloquer parce qu'on n'a pas bien calculé où est-ce qu'on pouvait oui, on a pensé pouvoir les utiliser à un endroit, mais derrière, il n'y a pas toujours les possibilités de le faire. Donc, l'emploi de ces groupes lourds, donc on l'a bien dit aussi, une capacité, une force de frappe qui est quand même remarquable et qu'il faut anticiper aussi, c'est-à-dire que ne pas attendre que le feu se soit ait pris des proportions catastrophiques pour pouvoir engager ces groupes-là. Ils sont déterminants, notamment dans la première heure du feu. On fait souvent le parallèle avec les Canadaires, mais c'est un vrai parallèle. Et derrière, donc, on l'a dit, des précautions d'emploi, avec aussi des manœuvres offensives, des manœuvres défensives, dans les manœuvres d'autodéfense aussi, avec des techniques particulières qui ne sont pas aujourd'hui enseignées et qui demain militeront peut-être pour un enseignement plus global, plus national. On attendra de voir les consignes qui nous seront données sur ce sujet. Alors, une dernière question, oui. Vas-y, Dans le 42, pour ne pas les nommer, désolé, nous avons des CCFS 6000 à 4 sapeurs-pompiers, mais ne peuvent être en groupe lourd 1000 ou Gilles. Point d'interrogation. Est-ce qu'un CCFS à 4 SP 6000 litres peut être 1000 ou Gilles? À partir du moment où il n'y a pas de doctrine nationale sur la composition d'un groupe lourd ou d'un module lourd, après je dirais que là pour l'instant, en zone sud, ça a été dimensionné. 1000, c'est deux CCFS, une capacité minimum de 8000. Le GIL, donc c'est 2000, donc c'est 4 CCFS de 8 à 13 000. Après, il faudra voir dans la zone sud-est, donc dans la zone sud-est, si vous pensez utile de pouvoir composer des 1000 ou des GIL avec des CCFS de moindre capacité et voir après derrière, l'armement. Est-ce que vous restez à deux personnels, à 4 personnels? Bon, ça, c'est une réflexion que vous devrez mener en interne. Alors, au SDIS 13, c'est au tout début de l'acquisition des CCFS 6000, ils avaient été intégrés, comme le colonel Faure le rappelait, dans le groupe, dans le GIF, dans le groupe conventionnel, mais aussi, il y avait eu cette possibilité de sortir les CCFS 6000 pour les mettre en groupe lourd à 4 CCFS 6000, mais armés à deux sapeurs-pompiers. C'était une variante qui avait été initiée à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui vous continuez toujours à la pratiquer, non, elle n'est plus pratiquée. Mais bon, en tout cas, voilà, ça milite, tout ce que vous êtes, toutes les réflexions que vous portez, milite pour qu'il y ait une prise en compte nationale pour que derrière, peut-être, on ait une réponse un peu plus lisible sur les capacités de renfort, notamment si on demande un GIL, enfin, la zone sud venait à demander un GIL ou un 1000 à la zone sud-est, qu'on sache quelle sera la composition, hein, s'ils arrivent avec du 6000, c'est pas la même chose quand on va arriver avec du 4000. D'autant plus que je parle sous le couvert d'autonomie, peut-être aussi que les capacités des canons sont différentes aussi. Légèrement, c'est surtout la capacité hydraulique en eau. Oui, c'est surtout la capacité des citernes, parce que quand on dit 6000, ça comprend aussi la réserve d'autoprotection, donc réellement il y a 5000. 5500 ou en dessous de 5500, quoi. La force de frappe n'est pas la même. Après, il faut voir le canon, les caractéristiques du canon. Normalement, ils ont à peu près les mêmes portées, mais finalement, la frappe va être moins longue, quoi. C'est mathématique. Merci. Donc, tout ça, ça milite aussi pour qu'on ait une réflexion sur l'emploi de ces groupes. Après,
là, on a une démarche de réflexion sur ce qu'est un mille, ce qu'est un chiffre, ce qu'est une colonne, dans une démarche d'action. Mais en tant que gestionnaire, et je pense qu'on est tous gestionnaires d'un dispositif, on l'a dit tout à l'heure, hein, 1000, c'est beaucoup moins de personnel engagé. Et si parfois on est un peu limité en ressources, ce qui peut nous arriver, hein, en ressources humaines, ben, armer un 1000 avec des 6000, pourquoi pas, hein, si ça permet d'économiser 4 personnes. En interne, je parle, hein, en interne, pas pour une projection hors département, mais parfois armer un 1000, c'est une solution qui permet d'économiser entre guillemets de la ressource humaine, tout en étant efficace. Donc il faut aussi avoir ça en tête. C'est pas que l'intérêt technique du véhicule, c'est aussi de la gestion de la ressource humaine qui est possible avec ce moyen. Et le dernier point, alors je vais peut-être au-delà de ce qui était envisagé, mais c'est un peu d'actualité parce que là je suis sur une semaine d'astreinte départementale. On a parlé ce matin, et c'est l'objectif, hein, du feu de forêt, mais le MIL et le GIL, c'est aussi l'opportunité, et le CCFS de manière générale, c'est l'opportunité de faire d'autres interventions. C'est pas un engin qui va être dans les hauts-fonds du garage le reste de l'année, hein. Au contraire, ils sont de plus en plus utilisés. Alors là, je suis un peu schizophrénique parce que d'un côté, je dis c'est un super outil qui peut être utilisé pour autre chose, pour du TMD, pour du feu de structure, même pour couper le feu. Mais après, en tant que gestionnaire départemental, je trouve qu'on les utilise un peu trop, donc il faut économiser la ressource là aussi. Mais oui, on va encore développer, et ça aussi, on va développer un besoin de formation, un besoin d'utilisation, dès lors qu'on aura des véhicules en service dans plus de départements que ce n'est le cas aujourd'hui. Ils vont sortir de plus en plus. Merci. Il y avait une remarque d'un collègue aussi sur l'intérêt pour un CODIS de disposer de ces informations-là, hein. Ça n'appartient pas qu'au COS d'avoir en tête de demander ces groupes lourds. Le CODIS peut être aussi force de proposition, bien évidemment, hein. L'État en retrait, ici, il doit connaître aussi toute la panoplie qui a été présentée tout à l'heure, hein, mais toute cette panoplie qu'on a à notre disposition et à utiliser à bon escient et au bon moment pour pouvoir être efficace dans nos actions. Nicolas? Pas d'autres questions. Enfin, questions par rapport au domaine là, je porte-nous en risque industriel. Ok, de toute façon, sur ce sujet, ça a été largement travaillé au moment des groupes de travail sur le pacte capacitaire, sur l'intérêt d'acquérir ces engins, non pas que pour le feu de forêt, mais aussi pour tout ce que vous avez évoqué, pour toutes les autres missions que ces groupes lourds peuvent, enfin que ces CCFS peuvent réaliser depuis l'attaque à milieu industriel, le TMD, même des CCFS qui ont été aussi pensés pour réaliser des réapprovisionnements en eau dans des territoires ruraux. Voilà, donc tout ça, ça a été réfléchi en amont, et c'est pour ça que beaucoup de SDIS aujourd'hui s'en portent acquéreurs. Et donc, bon, je retiens aussi le chiffre 150, c'est ça. C'est ce que j'ai lu, enfin, grosso modo, mais alors je n'ai pas la vision complète de ce qui est déjà en service, puisque bon, des départements présents et d'autres avaient déjà acquis des CCFS de longue durée, hein. Je pense que depuis le début des années 90, notamment le GAR, le BMP avaient déjà expérimenté, donc même dans le 04, il y avait un CCFS. C'est pas tout à fait nouveau, mais aujourd'hui on change de dimension, on change de braquet, et à terme, je pense que d'ici 3-4 ans, on va dire, on pourra avoir près de 200 CCFS en service en France, enfin, sur tout le territoire métropolitain, même outre-mer. Donc vraiment on change de dimension, et ça génère certainement besoin d'informations à tous les niveaux, on l'a dit, CODIS, COS, savoir comment l'utiliser au mieux et comment en bénéficier au mieux. Merci. Il n'y en a plus d'autres questions, mais écoutez, on va peut-être clôturer ce webinaire. Je remercie tous les intervenants. Merci vivement d'être venus jusqu'à Valabre pour nous présenter ces différentes séquences. Merci à tous les participants. Il y avait plus de 190 participants. Donc merci à tous ceux qui ont bien voulu se connecter à ce webinaire. Je m'excuse pour les petits problèmes techniques du démarrage, mais bon, en tout cas, cette présentation
a été enregistré. On va faire un petit montage et notre service communication le mettra en ligne par la suite. Voilà, en tout cas, merci encore. Je vous souhaite un bon été en espérant ne pas avoir à trop utiliser ces CCFS. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.